Il y a quelque temps, j'ai été contacté par quelques médias pour évoquer un aspect des rapports que j'entretiens avec les psychédéliques et dont j'ai finalement assez peu parlé sur cette chaîne. Le rôle du trip-sitter ou en français, celui du gardien de voyage. Un rôle qu'il m'est arrivé d'endosser à un certain nombre de reprises. Alors si vous n'y connaissez rien, si vous débarquez sur cette chaîne par la magie des algorithmes, voici un petit topo. Vous êtes sur la Gazette de la Vie, mais ici, on parle d'exploration, d'expansion, d'altération, de modification de l'état ordinaire de conscience, notamment par l'usage de molécules et de plantes à caractère psychédélique. On n'est pas tellement intéressé par l'aspect faussement récréatif de ces substances, mais plutôt par leur capacité à nous faire voyager dans des espaces normalement inaccessibles de la conscience, de façon à y trouver de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouveaux paradigmes. Et lorsque l'on choisit de faire un usage raisonné et responsable de ces molécules, le mieux à faire, à mon avis en tout cas, c'est de se faire accompagner par un gardien, c'est-à-dire une personne de confiance, sur laquelle se reposer afin de plonger aussi profondément que possible dans tout ce que ce voyage psychique a à nous faire découvrir. Et il se trouve que depuis quelques années, après avoir côtoyé quelque chose comme 120 personnes au cours des différentes cérémonies auxquelles j'ai assisté, il m'est arrivé d'accompagner certaines d'entre elles en endossant à mon tour ce rôle de gardien, comme d'autres l'ont fait pour moi auparavant. Le tout dans des pays où la législation le permet, je préfère le préciser. Et je prends ce rôle de gardien particulièrement à cœur. Je connais la profondeur de ces voyages, je connais l'état de vulnérabilité absolue dans lequel on peut se retrouver sous l'influence de ces substances. Je sais à quel point une seule expérience peut transformer la vie de quelqu'un. Alors, lorsqu'une personne me fait l'honneur de me choisir pour occuper cette position, je donne tout ce que j'ai pour me montrer à la hauteur de cette responsabilité. Et la plupart du temps, même si ces voyages sont très éprouvants, les choses se passent plutôt bien. Mais il m'est également arrivé d'avoir à accompagner des voyages particulièrement difficiles. Et l'histoire que je m'apprête à vous raconter ici, c'est celle de Sophie, que j'ai accompagnée au cours de sa seule et unique expérience psychédélique, qui s'est avérée beaucoup plus difficile que tout ce à quoi elle aurait pu s'attendre. Alors voici, depuis mon point de vue, son histoire. C'est au terme de longs mois d'organisation que nous étions parvenus à constituer un groupe d'une douzaine d'individus qui avaient décidé de se rejoindre afin de partager une expérience psychédélique commune. Un groupe constitué de personnes d'âge et de profils très variés, qui avaient en commun une certaine expérience en la matière, à l'exception d'une seule d'entre elles, qui s'apprêtait à vivre en quelque sorte son baptême psychédélique, et que nous appellerons Sophie. Comme tous les autres participants, c'était la première fois que je la rencontrais. Apprêtée, élégante malgré les heures de route qu'elle avait enchaînées pour se rendre à notre lieu de réunion, Sophie renvoyait l'image d'une jeune femme volontaire, en pleine possession d'elle-même, et bien décidée à explorer, en notre compagnie, les mystères de ce monde. Accompagnée qu'elle était d'un ami, un jeune homme d'à peu près le même âge qu'elle, au style beaucoup plus relax et qui, vraisemblablement, avait déjà eu quelques expériences en la matière. Alors, une fois l'ensemble des participants arrivés sur place, une fois que chacun se soit présenté et ait énoncé ses intentions vis-à-vis de cette première soirée, il fut décidé de diviser la douzaine de personnes que nous étions en deux groupes. Le premier groupe serait celui des expérimentateurs, et chacun de ses membres pourrait prendre une dose ordinaire de psychédélique, une dose suffisante à un voyage profond, tandis que le second groupe, lui, se chargerait de l'accompagnement et de la protection du premier. Il fut néanmoins décidé que le second groupe, le groupe de gardiens, consommerait tout de même une faible dose du même psychédélique, de façon à évoluer dans le même espace psychique que le premier groupe, tout en restant apte à garder une forme de contrôle sur la situation. C'était là le set and setting tel que nous l'avions décidé, et c'est ainsi que notre cérémonie pouvait commencer. J'ai toujours trouvé les premiers moments de ce genre de cérémonie pour le moins surprenants. On rencontre pour la première fois des personnes qui s'efforcent, chacune à leur manière, de renvoyer l'image la plus avantageuse d'elles-mêmes. Certaines, gênées d'être associées à la consommation d'une substance assimilée aux drogues, insistent sur le caractère occasionnel de la chose, tandis que d'autres,
au tempérament plus provocateur peut-être, se plaisent à revendiquer une grande expérience en la matière. Et puis, chacun tel qu'il est s'assoit, avale une potion, un champignon, une plante ou une capsule, et quelques instants plus tard, c'est comme si les couches superficielles de la personnalité semblaient avoir été abrasées par le psychédélique. Et comme un diable bondissant hors de sa boîte, tout ce qui est ordinairement réprimé se révèle ici avec force. Par exemple, cet homme musclé, viril et taciturne, qui se met soudainement à parler et à se comporter comme un enfant facétieux. Ou encore cette femme, d'ordinaire réservée, qui se met à rire aux éclats à propos de tout ce qui passe dans son champ de vision. Un peu comme des plantes d'intérieur qu'on aurait soudainement privées de leur peau et de leurs tuteurs habituels, chacun se déploie tel une forme libre dans l'espace, révélant sa bizarrerie, sa vulnérabilité, et sa beauté d'une façon ordinairement imperceptible. Peut-être qu'un regard non initié pourrait trouver ce comportement bizarre, mais pour qui l'expérimente, cette manière d'exister a quelque chose de très libérateur. C'est comme si le regard social s'était momentanément endormi, laissant à chacun l'occasion de se vivre tel qu'il est réellement. Et dans ces conditions, d'une certaine manière, on peut dire que nous passons un bon moment. Certains sont emmitouflés sous un plaid, d'autres discutent, certains pleurent. Et c'est au milieu de ce maelstrom que j'aperçois Sophie, entourée de 2 ou 3 gardiens, et qui semble traverser une phase plutôt difficile. Alors je m'approche d'elle, et je constate que ce n'est pas une phase plutôt difficile que Sophie est en train de traverser. La réalité, c'est qu'elle ne va pas bien du tout. Sophie a l'impression qu'elle va mourir. Aux personnes qui l'encadrent, elle parle de Dieu, elle parle de son père, de sa mère, de tous les gens qui l'aiment et qui lui font confiance. Tous ces gens qu'elle a trahis en s'étant fourvoyés parmi nous afin de mordre dans le fruit défendu à la recherche de territoires interdits. Sophie, elle est en nage. Elle semble rongée par la culpabilité et le mal-être. Elle répète qu'elle va mourir et elle s'excuse sans cesse auprès de ceux qu'elle aime, alors que les gardiens s'affairent à la réconforter. Parmi ces gardiens se trouve Hélène, une autre jeune femme, peut-être un peu plus âgée, sans doute un peu plus expérimentée, et toutes deux parlent doucement. « Je suis en train de mourir, dit Sophie. Je sens que c'est fini. »« Mais non, dit Hélène. Tu fais juste un bad trip, mais il faut que tu te détendes. Ce que tu vis n'est pas réel, c'est juste une illusion. Il faut que tu penses à autre chose, et tu vas voir, ça va finir par passer. » Et moi, au loin, j'entends ce que dit Hélène, et je comprends ce qu'elle essaie de faire. Armée des meilleures intentions du monde, elle cherche à mettre une distance entre Sophie et les sentiments qui semblent l'assaillir. D'une certaine façon, elle cherche à la protéger d'elle-même. Mais cette approche me pose problème. Presque instinctivement, je perçois dans cette invitation à détourner le regard une voie sans issue. Parce qu'elle a fait le choix de vivre cette expérience, je suis convaincu que Sophie, comme nous tous, doit faire face aux émotions qu'elle rencontre plutôt que de chercher à s'en détourner. Et j'aimerais prendre le temps de vous expliquer pourquoi. Dans la culture occidentale, les substances psychédéliques ont longtemps eu mauvaise presse, souvent associées aux idées de drogue, de toxicité, d'interdit ou encore de pathologie. Par exemple, lorsque nous parlons de champignons psilocybes, nous les qualifions de manière assez peu respectueuse de champignons hallucinogènes, c'est-à-dire produisant des hallucinations, c'est-à-dire des données fausses, pathologiques, auxquelles il vaudrait mieux de ne pas prêter attention. Mais d'autres peuples, plus à l'aise avec celles-ci, parlent volontiers de plantes visionnaires, c'est-à-dire susceptibles de produire des images psychiques structurées, disposant d'un sens, d'une valeur, et représentant quelque chose de réel ou de potentiellement réel pour la personne qui les perçoit. Une vision qui mérite notre attention. Et c'est ce que les profanes ne comprennent généralement pas avec l'expérience psychédélique. Celle-ci va faire émerger des tréfonds de votre psyché toutes sortes de perceptions qui, bien qu'imperceptibles et vides de sens pour les personnes extérieures, paraîtront indubitablement réelles pour qui les expérimentera directement. Et à vous qui aurez choisi de réaliser l'expérience psychédélique, vous aurez la responsabilité d'avoir à soutenir ces perceptions. Elles seront à vous, elles feront partie de vous, vous aurez à vivre avec.
Et à moins d'accepter de vivre avec quelque chose d'à moitié digéré en vous-même, eh bien vous aurez à les intégrer. Qu'elles soient douces, magnifiques, violentes ou terrifiantes, ces perceptions, elles font partie intégrante de l'exploration psychédélique. Et elles sont une composante essentielle du rite de passage que constitue le voyage en soi. Détourner le regard de ces perceptions reviendrait en quelque sorte à en refuser la responsabilité, et donc à rester à l'état infantile. Et vous en conviendrez certainement, l'expérience psychédélique, elle ne se destine pas aux enfants. Alors en ce qui concerne notre amie Sophie, les choses sont plutôt simples. Ce sentiment de mourir, ce sentiment de trahison qui l'étreigne ont beau n'être que symbolique, il n'en reste pas moins profondément réel pour elle. Et il s'agit de les accepter comme tels. C'est en tout cas le cheminement mental que je suis en train de faire tout seul, sans prononcer un mot. Mais d'une certaine façon, c'est comme s'il était parvenu à Sophie, qui soudainement se tourne vers moi et s'adresse à moi comme s'il n'y avait plus que nous deux dans la pièce. « J'ai tout compris, me dit-elle. Ça y est, j'ai tout vu, j'ai tout compris. Je comprends que je n'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Maintenant, je vais mourir. » Alors je prends ma responsabilité de gardien autant que possible et je m'attelle à poser les mots les plus justes pour lui répondre. Pas de mensonge, pas de diminution de son expérience et tout le soutien nécessaire. Sophie, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue que la traversée. Comme nous tous, tu as décidé de plonger. Alors plonge, respire, contemple et accepte tout ce qui se manifeste à toi. Je resterai à tes côtés aussi longtemps que tu le souhaiteras. Alors, je m'allonge sur le sol à côté d'elle, laissant tout de même quelques dizaines de centimètres entre nous pour ne pas l'oppresser, et je lui offre de prendre ma main dans la sienne. Elle l'accepte, la saisit, et la serre de façon continue, de toutes ses forces. Et ce contact physique, associé à l'action du psychédélique, il crée une connexion entre la psyché de Sophie et la mienne. D'un coup, je vois mieux. En tout cas, je crois mieux voir ce qu'elle est en train de traverser. Il y a à l'intérieur de Sophie comme un élan religieux, spirituel, un lien étroit avec Dieu, qui confère à son expérience une tonalité biblique, et que je traduis ainsi. Sophie, jeune femme moderne, à l'aise dans sa vie comme dans son monde, a néanmoins fait le choix de croquer la pomme défendue pour accéder à une forme de connaissance supérieure, pour laquelle elle est en train de payer le prix. Et ce prix, c'est celui d'avoir à quitter le monde de la douce ignorance infantile, le petit précaré de certitude dans lequel on évolue pour prendre la mesure du monde dans ses dimensions les plus étendues, les plus indicibles, hors du joug des détenteurs habituels de l'autorité et de la responsabilité auxquels, vraisemblablement, elle avait confié sa vie jusqu'ici. Sophie est désormais seule avec elle-même. Et dans ma perception, vous l'aurez peut-être compris, Sophie s'incarne comme une sorte de Ève, renvoyée hors du jardin d'Éden après avoir goûté aux fruits défendus du savoir. Seule avec elle-même, entourée des serpents que nous sommes, elle doit désormais faire le deuil d'un monde désormais inaccessible, celui de l'enfance, celui de la douce ignorance, de la responsabilité endossée par d'autres. Et elle est terrifiée. Elle me demande « Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose de similaire ?» Je crois, oui. Et comment est-ce que tu t'en es débrouillé? Par l'acceptation. Est-ce que tu crois que mon père me pardonnera? Pourquoi t'en voudrait-il? Est-ce que tu resteras avec moi pour toujours? À la suite de cette dernière question, je me rends compte que nos échanges ont glissé vers une autre dimension. Un peu plus tôt dans la soirée, je faisais partie des serpents tentateurs avec qui Sophie s'était accoquinée en croquant dans le fruit défendu. Et de façon complètement indépendante de nos volontés, les rôles que nous tenons ont désormais évolué. Je suis maintenant un père métaphorique, accompagnant sa fille de son mieux tout au long de l'épreuve qu'elle doit traverser, sans rien dissimuler de ce à quoi elle semble devoir faire face. Alors je lui dis « Je resterai avec toi aussi longtemps que tu en auras besoin, mais ça n'est pas et ce ne sera jamais mon chemin.
c'est le tien. Et puis le temps passe. Et ça doit faire, je sais pas, 3 heures que je suis allongé aux côtés de Sophie, et je suis aussi surpris qu'épuisé. Surpris parce que, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir endossé un rôle que je n'avais fait que contempler depuis l'enfance. Celui d'accompagner quelqu'un dans l'arrière-monde, d'une façon aussi profonde. Épuisé parce que ma participation au voyage de Sophie a siphonné toutes les ressources physiques et psychiques que j'avais à ma disposition. Je n'ai tout simplement plus d'énergie. Alors je demande à quelqu'un d'autre de prendre le relais de sa surveillance avant de descendre à la cuisine pour me jeter sur le premier objet comestible qui tombe à ma portée, pour juste ne pas tomber dans les vapes. Et ce faisant, en reprenant progressivement quelques forces, à mon tour j'ai l'impression de trahir Sophie. Je lui avais promis de rester avec elle jusqu'au bout, et alors que son voyage ne s'est pas encore terminé, je me rends compte que j'ai troqué ma responsabilité à son égard contre un crouton de pain et un morceau de fromage. Et j'ai honte. Alors je décide de me ressaisir et lui apporte un gâteau au chocolat, mais en arrivant dans la pièce où nous avons entrepris la cérémonie, je trouve Sophie accompagnée d'un autre participant. Elle se tient désormais debout, soutenue par celui-ci. Je lui offre mon gâteau, mais elle décline. Peut-être n'a-t-elle pas faim. Peut-être a-t-elle ressenti, elle aussi, cette trahison de ma part à son égard. Toujours est-il qu'accrochée à cet autre, elle me fixe avec un regard que j'interprète comme rempli d'une sorte de défiance. Le père que j'ai interprété dans cette drôle de pièce de théâtre l'a abandonnée. Elle a désormais totalement quitté son jardin d'Éden et elle a trouvé un autre homme pour l'accompagner. Je n'ai plus ma place à ses côtés et à mon tour, je me sens renvoyé d'un monde dans lequel, pour mon acte de trahison, je n'ai plus ma place. Et c'est ainsi que ce voyage s'est achevé. Chacun a progressivement repris son état ordinaire de conscience. Au lendemain de cette soirée, je n'étais plus ni le serpent, ni le père, ni le traître de Sophie, pas plus qu'elle n'était ni ma fille, ni Ève, ou que sais-je encore. Mais j'ai l'impression qu'une sorte de transfert a eu lieu entre Sophie et moi, et que je porte encore aujourd'hui une part de sa souffrance. Parce que je crois savoir que Sophie a souffert de cette expérience. Contrairement à la majorité des gens que j'ai pu rencontrer, elle n'a pas pris cette place purement spectatrice qui permet de garder un certain recul par rapport aux événements expérimentés. Par la suite, elle m'a brièvement confié en avoir assez vu, considérant que les espaces psychiques auxquels ouvrent les psychédéliques ne doivent pas être explorés sans motif valable. Peut-être a-t-elle raison. Toujours est-il qu'aux dernières nouvelles, elle ne compte certainement pas y retourner. Et c'est la fin de cette histoire. Donc les amis, comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ce contenu de manière à le faire exister de la meilleure façon possible auprès des algorithmes. N'oubliez pas que vous pouvez également nous aider financièrement grâce à notre page Tipeee ou par l'acquisition des objets que l'on propose à la vente. Et puis, c'est grâce à toutes ces démarches que l'on peut continuer à effectuer ce travail de mise en lumière de ces molécules, de ces expériences et des espaces dans lesquels elles peuvent nous emmener lorsqu'elles sont exploitées à bon escient. Et d'ici la prochaine, eh bien, je vous dis à bientôt. Salut.